Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement est engagé pour une transition de 24 mois à compter du 20 avril 2022 et les discussions se poursuivent avec la CEDEAO. Annonce du Premier ministre hier devant le Conseil national de transition. Choguel Kokala Maïga a détaillé son plan lors d'une séance de questions d'actualité. 41 personnes en situation de handicap recrutées à titre exceptionnel dans la fonction publique de l'État. Le geste s'inscrit dans le cadre de la réparation d'une situation d'injustice dont ces personnes sont victimes depuis une décennie. Explication à suivre dans ce journal. Une forte chaleur frappe actuellement la ville de Caille, ce qui pèse durement sur les fidèles musulmans qui observent le jeûne du mois de Ramadan. Comment font-ils pour faire face à cette situation? Réponse dans le grand format de la rédaction. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, nous nous rendons à la primature où le Premier ministre a reçu successivement l'ambassadeur de Russie au Mali et une délégation de l'administration provisoire du Conseil national du patronat malien. Avec le diplomate russe, il a été question de l'élargissement de la coopération dans les domaines de la santé, du commerce ou encore de l'humanitaire. Les représentants du patronat ont, eux, évoqué la crise que traverse leur organisation. Le point, c'est avec Khadija Toukone et Tayeb Adjaouiakoé. Cette audience élargie à 4 ministres du gouvernement malien a été une occasion de passer en revue la coopération entre le Mali et la Russie. Selon le diplomate russe, en plus de la sécurité, la Russie veut intégrer la santé, l'industrie, le commerce, l'humanitaire, entre autres, dans son programme de coopération avec le Mali. Nous allons travailler sur la coopération économique et commerciale et la coopération humanitaire, c'est-à-dire la coopération culturelle. Il ne faut pas oublier la coopération en matière de santé. Nous coopérons beaucoup avec nos amis maliens à la scène internationale, au niveau des Nations Unies ou d'autres organisations internationales. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut attirer une attention spéciale à la coopération économique. Nous allons travailler sur ce sujet très étroitement pour savoir ce que Mali a besoin, ce que la Russie peut aussi obtenir des Maliens. Aussi, le Premier ministre a reçu une délégation de l'administration provisoire du Conseil national du patronat malien. Dans son exposé, le vice-président a informé le Premier ministre sur les efforts entrepris pour mettre fin à la crise que traverse le CNPM depuis quelques mois. Nous avons été nous-mêmes à l'origine d'une crise. Nous nous sommes créés suffisamment de problèmes, on a créé des problèmes à notre État et nous avons décidé nous-mêmes de mettre fin à cette crise. L'administration provisoire ainsi mise en place est reconnue par l'ensemble des partis et regroupe toutes les parties et a un délai de 3 mois à 6 mois pour organiser de nouvelles élections crédibles. Comment faire pour qu'il ne puisse plus avoir une autre crise de ce genre qui a non seulement paralysé le secteur privé, paralysé l'État. Dès l'instant que nous avons pris conscience de cette situation et du tort que nous nous sommes causés et qu'on a causé à l'État, nous sommes désormais dans cette dynamique de ressouder notre secteur et de jouer notre rôle qui est d'accompagner l'État. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction, espérant voir les hommes d'affaires du Mali s'unir afin d'accompagner les efforts des autorités de la transition. Dr Choguel Kokala Maïga souhaite plus de complémentarité entre ses interlocuteurs pour booster l'économie malienne. Vous avez une grande responsabilité. Si vous arrivez à faire une élection dans la paix et qu'à la fin des élections, les deux challengers se donnent la main, je pense que la classe politique, les autres organisations où les élections se passent vont aller à votre école. Donc c'est une responsabilité qui repose sur vos épaules qui va au-delà du CNPM. Je crois que vous pouvez le faire parce que ce n'est pas par hasard que vos collègues vous ont choisi. Et tout ce que le gouvernement doit et peut faire pour vous aider à réussir votre mission, il le fera. Tout le Mali a les yeux rivés sur vous. Ayez une claire conscience que ce n'est plus une affaire seulement du patronat, c'est une affaire
du Mali et du monde des affaires malien. Je sais compter sur vous. Vos collègues savent compter sur vous. Et je crois que les autorités de la transition savent compter sur vous pour qu'à la fin des 6 mois, nous puissions avoir une organisation patronale apaisée qui regarde droit vers l'avenir, concentrée sur ses affaires. Les patrons ont réitéré leur soutien aux autorités de la transition et ont promis de tout mettre en œuvre pour l'amélioration du climat des affaires au Mali. Restons avec le Premier ministre qui était hier devant le CNT, le Conseil national de transition, pour défendre son bilan devant les membres de l'organe législatif de la transition. Occasion pour le chef du gouvernement de détailler le projet de chronogramme de la transition. On en parle tout à l'heure. Le temps de revenir sur les débats hier qui ont abordé toutes les questions d'intérêt national, retour de l'administration, défense territoriale, sécurité alimentaire, relations avec la CEDEAO, entre autres. Le président du CNT a salué un exercice hautement démocratique. Adama Djimde et Drissa Traoré. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga face aux membres du Conseil national de transition. L'exercice obéit à l'une des prérogatives de l'organe législatif qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Le chef de gouvernement a fait une évaluation à mi-parcours de l'équipe qu'il dirige. Sécurité, bonne gouvernance, défense, logements sociaux, retour de l'administration au nord et au centre. Tout a été passé au peigne fin. Pour le retour de l'administration, le gouvernement a pris des mesures énergiques. L'État a décidé de déployer des militaires qui vont occuper les postes de commandement dans les zones d'insécurité qui viennent d'être libérées. Ces militaires, c'est des contingents qui sont en formation actuellement pour avoir les rudiments de l'administration. Cette plénière a été mise à profit par le CNT pour soulever toutes les questions d'intérêt national. Gouvernement et CNT, la partie a été mutuellement avantageuse. L'exercice républicain que nous venons de terminer a certainement été laborieux et par moments assez passionné. Toutefois, il a été l'occasion pour le CNT d'exprimer sans tabou ses appréciations sur le déroulement du processus de transition et d'être informé sur les éventuelles difficultés de parcours et les perspectives. À l'issue de cette séance, j'estime que nous avons pu ensemble nous accorder sur les véritables priorités de l'heure. À cet égard, nul doute que vous vous emploierez très rapidement à remettre au cœur du programme du travail gouvernemental les nouvelles actions requises pour conforter le processus de refondation de notre pays. Monsieur le Premier ministre, je reconnais qu'au cours des débats, vous avez démontré votre engagement constant à réussir la mise en œuvre du PAG. Par contre, vous avez dû constater que des attentes fortes, voire des inquiétudes ont été exprimées de façon récurrente. L'État n'étant plus notre allié, comme vous le savez, il est donc impératif que les résultats des autorités de la transition soient bien perceptibles, aussi bien par les Maliens que par la communauté internationale. En ce qui concerne le Conseil national de transition, CNT, je voudrais vous assurer qu'il jouera pleinement sa partition aux côtés du président de la transition et du gouvernement, notamment à travers le traitement diligent de tous les projets de textes qui lui seront soumis. Après les arguments du gouvernement, les regards sont désormais tournés vers le chronogramme tant attendu de la transition. Justement, la transition va durer 24 mois à compter du 20 avril 2022, annonce du Premier ministre hier devant les membres du CNT. Le chronogramme a été détaillé par le chef du gouvernement qui précise que les discussions se poursuivent avec la CEDEAO. Nous l'écoutons. Nous avons espéré, de semaine en semaine, trouver un accord avec la CEDEAO pour rentrer dans une procédure d'accélération. Mais depuis quelque temps, nous avons décidé de dérouler notre plan d'action, notre programme sur les 24 mois. Nous allons dérouler dans les semaines à venir le programme sur les 24 mois. Les discussions vont continuer. Au début, on s'était dit que si on le déroule avant que les discussions ne finissent, ça peut être mal interprété par nos partenaires de la CEDEAO.
Mais nous sommes arrivés à un point où nous avons perdu, entre guillemets, 3 mois de discussion. Et aujourd'hui, nous avons décidé de ne plus attendre. À partir de cet instant, nous engageons le processus de mise en œuvre de tout le plan de la transition pour les 2 ans qui ont été retenus par le président de la transition à l'issue de dures négociations. Pendant les 12 premiers mois, il est prévu l'amélioration progressive de la situation sécuritaire, y compris l'effectivité du processus de DDR insertion en application des dispositions pertinentes de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le redéploiement de l'administration et des services sociaux de base et le retour de maximum de réfugiés et de déplacés internes. Le parachèvement de la réorganisation territoriale pour la détermination des circonscriptions administratives électorales. Concomitamment, donc tout ça c'est la première année, les plus dures. Dans les 6 premiers mois, il y a l'élaboration de la nouvelle constitution, ainsi que les autres textes connexes liés à la préparation des élections législatives, tout ce qui découle du processus électoral. Dans les 8 premiers mois, si la loi sur l'organe unique est votée dans les meilleurs délais, dans les 8 premiers mois, nous pensons qu'on pourra la rendre opérationnelle avec la constitution des équipes de personnel au niveau national, local et extérieur. Une fois installé, l'organe unique indépendant chargé des élections, dans les 8 mois suivants, il procédera à l'acquisition du matériel technologique et du matériel électoral, ainsi que la formation du personnel et des agents électoraux. Dans le même temps, il procédera à l'audit et à la consolidation du fichier actualisé et intègre dans l'ensemble des circonscriptions électorales, y compris les juridictions des missions diplomatiques et consulaires. Par la suite, l'organe unique mettra en œuvre les préparatifs des opérations électorales, la campagne et la tenue du référendum. Là, on n'a pas tranché, les débats continuent au niveau du gouvernement. Il y aura les mêmes débats sur les élections législatives, présidentielles, il faut les coupler, qu'est-ce qui vient avant. Ça, c'est des débats politiques internes que nous ferons en son temps. Mais déjà, on a déterminé dans quel délai on les mettra en œuvre. Dans la deuxième année, donc, toutes les activités sont menées dans les délais plus ou moins pertinents, mais en veillant à ce qu'on raccourcisse au maximum les délais. Il y a des impondérables qu'on ne pourra pas maîtriser. Lorsqu'elles surviendront, nous aviserons les Maliens. Certainement, nous viendrons devant le CNT pour s'expliquer. Pendant les 24 mois, donc la deuxième année, toutes les activités sont menées dans les délais, avec plus de concomitance tant qu'on peut, pour retenir 4 périodes électorales. Les scrutins référendaires. Ensuite, il y aura les élections concernant les présidentielles, les législatives, les élections territoriales. L'ordre de la tenue de ces élections n'est pas arrêté au niveau du gouvernement. C'est un débat qui continue. C'est pour vous dire qu'à partir du 20 avril, dès que le président de la transition a signé la mise en œuvre du comité de suivi, nous sommes dans la phase de mise en œuvre des axes principaux de la transition. C'est ce qu'on pouvait donc retenir de cette séance de questions d'actualité au CNT. Dans l'actualité également, fin de la 3e session du cours d'état-major à la direction des écoles militaires, une trentaine d'officiers supérieurs formés sur plusieurs modules, dont la méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle et tactique. Les détails, c'est avec Ousmane Diakité. Dans sa montée en puissance, l'armée cumule l'acquisition des équipements de pointe et renforcement des capacités du personnel avec en toile de fond la mise en avant des compétences nationales. En effet, après le succès des 2 précédentes sessions pilotées par l'EUTM, 30 officiers supérieurs viennent d'être formés par d'autres officiers maliens conformément à la vision et concept malikoura. 90% des cours ont été dispensés par un encadrement de qualité composé essentiellement d'instructeurs FAMA qui ont bénéficié
de toutes les conditions idoines mises en œuvre par la direction des écoles militaires et d'un appui de l'ETM en personnel et en matériel didactique pour la réussite de la présente session. Le certificat d'état-major vise essentiellement à former les officiers maliens aptes à servir dans les différents types d'état-major opérationnels. Ces officiers ayant effectué 3 mois de stage sont fraîchement dotés de plusieurs modules, dont la méthode d'élaboration d'une décision opérationnelle et tactique. Ils attendent d'être déployés pour insuffler une nouvelle dynamique dans la lutte contre le terrorisme. On resserre les rangs pour être de plus en plus performants et être dans toutes les sphères de la malianité pour que nous puissions réussir cette mission qui est la défense de la patrie. Je suis sûr et certain, dans un proche avenir, le Malien sera très fier de son armée et l'armée saura comment défendre les biens du territoire de tous les Maliens. Après cette cérémonie de sortie, les officiers ayant effectué cette formation seront tous, je dis bien, dès la semaine prochaine, déployés dans les différents centres opérationnels des forces armées maliennes. Ce certificat d'état-major est un sixième précieux dans une carrière militaire et ces 30 officiers reçoivent ainsi l'élève. Un autre signal fort des femmes à l'endroit des ennemis de notre pays. Et toujours au chapitre militaire, 40 assistances aux blessés de guerre. Le nouveau directeur du service social des armées pour sa première visite de terrain s'est rendu hier à la polyclinique des armées à Kati. Colonel-major Brema Samake a apporté des vivres aux blessés de guerre admis donc dans cette clinique. Là-bas, le directeur de la politique clinique des armées, le colonel Fodé Modi Keita, a salué ce geste qui, selon lui, démontre l'engagement des autorités nationales à soulager les blessés de guerre. 41 personnes en situation de handicap viennent d'être recrutées à titre exceptionnel dans la fonction publique de l'État. Le geste s'inscrit dans le cadre de la réparation d'une situation d'injustice dont ces personnes sont victimes depuis une décennie. Le reportage est signé Nouhoum Sissoko. C'est à titre exceptionnel que le gouvernement a recruté 41 personnes vivant avec le handicap sur 42 dossiers à lui adresser. L'arrêté portant intégration des intéressés dans la fonction publique a été présenté par la ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social à la faveur d'une rencontre avec les responsables de la FEMA, Fédération malienne des associations des personnes handicapées. Il y a eu 3 arrêtés qui ont été pris pour intégrer 28 personnes à titre exceptionnel sur la liste des 70. Donc ce qui restait, c'était les 42. Sur les 42, il y a, je crois, un dossier qui n'a pas été reçu ou bien qui ne répondait pas aux critères. Mais les 41 personnes, avec la liste des 41 personnes, donc tout le travail a été basé sur ça pour qu'eux aussi ils puissent être intégrés pour préserver l'équité et la justice. Donc nous avons l'arrêté qui a été signé. Pour les responsables de la FEMA, ce recrutement de personnes en situation de handicap est l'aboutissement d'une longue lutte. Nous, personnes vivant avec un handicap, aujourd'hui nous savons que la refondation du Mali est en marche avec l'équipe de la transition. En guise de reconnaissance, la FEMA a remis à la ministre en charge de la fonction publique le drapeau national pour le président de la transition, pour le Premier ministre et pour le président du CNT. La journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée le 25 avril prochain. En prélude à cet événement, le programme national de lutte contre le paludisme sensibilise les hommes de médias. Objectif, accentuer la communication sur la prévention et l'assainissement de l'environnement afin d'atteindre un Mali sans paludisme à l'horizon 2030. Innaba. À travers cette conférence, le programme national de lutte contre le paludisme veut développer des stratégies pour éradiquer le paludisme au Mali d'ici à 2030. C'est pourquoi la responsable du programme a invité les journalistes à accentuer leur communication sur la prévention, à savoir l'utilisation des moustiquaires imprégnés et la protection de l'environnement. Il a été prouvé qu'on peut réduire le taux de mortalité jusqu'à plus de 70%. Ça a été implémenté ici en pilote au niveau du Mali, dans la zone de Ouelessibougou. Et dans 3 zones, l'efficacité a vraiment été prouvée par les chercheurs.
Selon le représentant de l'OMS, le paludisme constitue un réel problème de santé publique. Sur les 86 pays qui en souffrent, il y a 46 déjà qui ont fait beaucoup d'efforts pour parvenir à l'élimination du paludisme, qui est un objectif du développement durable d'ici à l'an 2030. Et 11 pays qui ont été déjà certifiés avoir éliminé le paludisme dans le monde. Parmi ces 11 pays, nous avons 2 qui sont en Afrique, c'est l'Algérie et le Maroc. Et il y a le Cap-Vert qui est en bonne position également pour obtenir son certificat d'avoir éliminé le paludisme. Ce que le palud cause comme décès au Mali et dans le monde entier par an est énorme. Mais je vous assure, au nom de Madame la ministre de la Santé et du Développement social, que le gouvernement est résolument engagé pour l'élimination du palud d'ici à 2030. La dite journée sera célébrée le 25 avril 2022. Elle est placée sous le thème « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies ». Et le point de la maladie à coronavirus à présent au Mali. Ce vendredi, les services de santé ont enregistré 16 nouveaux cas positifs, 7 patients guéris et 0 décès à ce jour. 100 patients sont sous traitement. Les autorités sanitaires rappellent toujours au respect des consignes édictées, notamment à la vaccination. Célébration de la 3e édition de la Journée internationale de la langue chinoise. Reconnue par l'ONU, cette journée vise à promouvoir davantage la langue chinoise à travers le monde. Reportage Boubacar Bablé-Touré. Classée parmi les 6 langues officielles au monde par l'ONU, la langue chinoise est la plus parlée par les locuteurs natifs dans le monde. Selon les statistiques, le nombre d'apprenants de la langue chinoise a atteint 200 millions à travers le monde et plus de 180 pays disposent d'un programme d'éducation de cette langue. Parmi ces pays, 70 l'ont déjà inclus dans leur système éducatif national. On dit souvent que la langue chinoise constitue un pont qui connecte le peuple chinois avec les peuples amis, malgré la distance et la différence. C'est aussi un outil qui vous aide à découvrir la beauté d'un pays qui a une histoire de plus de 5000 ans sans interruption et se développe très rapidement dans la nouvelle ère. La langue chinoise vous aide aussi à mieux comprendre la mentalité, la philosophie et même la politique diplomatique de la Chine. Pour la promotion de la langue chinoise, le Mali a créé dans son système éducatif l'Institut Confucius et la classe Confucius. D'une vingtaine d'étudiants au départ à plus d'une soixantaine d'étudiants aujourd'hui, bien de pas ont été franchis. Nous bénéficions en tout cas d'une aide qui est très généreuse et qui se manifeste par la présence de beaucoup d'enseignants chinois. Nous sommes peut-être les plus gâtés en Afrique. Plusieurs activités ont marqué l'événement dans notre pays, entre autres des prestations de sketch, de poésie en langue chinoise, aussi des pas de danse effectués par des apprenants maliens. Plus de 12 milliards de francs CFA, c'est le budget 2022 de l'INSTAT, Institut national de la statistique du Mali. Ce chiffre est dévoilé à la 19e session du conseil d'administration de la structure. Les détails, c'est avec Mamoutou Danté. Les données statistiques touchent tous les aspects de la vie moderne. En 2021, l'Institut national de la statistique a réalisé presque toutes ses activités programmées à hauteur de 73%. Et en 2022, pour les perspectives, l'INSTAT a un budget de plus de 12 milliards de francs CFA. Et sur 4 activités que nous avions programmées, nous avons pu réaliser 3. Et il y a 13% autres qui sont en cours de réalisation. Il s'agit notamment d'opérations majeures, comme le recensement général de la population et de l'habitat et le recensement général des unités économiques, que nous avions bien voulu réaliser en 2021. Mais malheureusement, pour diverses raisons, nous avons pu commencer les travaux préparatoires, mais c'est en 2022 finalement que nous allons achever ces 2 importantes opérations. Le budget de l'Université tourne autour de 12 milliards de nos francs CFA. Il s'agit de mobiliser 34 000 jeunes qui doivent faire le recensement. Il y a aussi plus de 800 jeunes qui ont été déjà recrutés pour le recensement général des unités économiques.
Les rapports fournis par l'Institut national de la statistique sont un véritable outil de développement pour les décideurs politiques. Et en connaissant le nombre d'enfants, on peut avoir une idée sur la population scolarisable. Combien de salles de classe il nous faut, combien d'enseignants il faut former et quel est le budget alloué à l'éducation. Dans la même veine, on peut savoir aussi combien de centres de santé nous avons construits. Quel est le plateau technique qu'il faut? Cette 19e session du conseil d'administration de l'INSTAT se tient sur des notes de satisfaction. En ce qui concerne l'exécution du budget au 31 décembre 2021, le rapport qui nous est soumis pour examen fait ressortir des taux de réalisation des recettes et des dépenses de 66,97% et de 76,77% respectivement. Ce budget s'est exécuté dans des conditions moins difficiles comparativement à l'année 2020, même si les séquelles des événements majeurs de l'année écoulée sont toujours perceptibles. À la fin des travaux, les administrateurs ont validé les recommandations de la précédente session, les rapports d'activité et financiers et le budget de 2022. L'ambassadeur des États-Unis au Mali apporte son soutien à la communauté musulmane du Mali en ce mois de Ramadan. Le diplomate américain a rencontré les membres du Haut Conseil islamique en insistant sur l'implication de ces derniers dans la recherche de la paix et de la stabilité au Mali. Drissa Kone. Une lettre de meilleurs vœux de Ramadan à la communauté musulmane du Mali et quelques sacs de sucre au nom du peuple américain, c'est le geste que vient de faire l'ambassadeur des États-Unis au Haut Conseil islamique du Mali. Nous de l'ambassade, nous sommes les résidentes de Mali. Alors c'est la tradition de visiter les voisins pendant le mois sacré de Ramadan. Alors aujourd'hui, j'ai passé par le Ligue des imams, le Ligue des prêcheurs, la Fédération des femmes islamiques, mais aussi j'ai terminé avec le Conseil islamique pour exprimer nos besoins de Ramadan aux populations musulmanes de Mali. Au-delà de cette symbolique, l'ambassade des États-Unis est un partenaire privilégié du Haut Conseil islamique du Mali. Comment renforcer ce partenariat? La question est évoquée au cours d'une séance de travail initiée pour la circonstance. Il a appris qu'il a en fin de mission. C'est aussi une sorte d'adieu qu'il est venu présenter au Conseil islamique. Nous avons un partenariat avec l'ambassade des États-Unis en matière de projets, en matière d'activités, en direction de pas mal de jeunes. Et je pense que ça a été une occasion pour nous aussi de faire ce rappel-là. Le diplomate américain en fin de mission au Mali invite les leaders religieux à s'impliquer davantage pour la paix et la cohésion sociale, gage de stabilité. On en vient au grand format de la rédaction et cap sur la ville de Caille qui connaît actuellement une forte chaleur. Elle pèse durement sur la population, notamment sur les fidèles musulmans qui observent le jeûne en ce mois de Ramadan. Ransoutou Kanouté a fait un tour en ville, son reportage. La période de forte chaleur dans la cité de Raï, en première région, commence à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Il souffle du vent chaud et sec très pénible à supporter. La canicule varie entre 45 et 48 degrés. L'un des premiers facteurs, c'est dû aussi au mouvement de la position même de la Terre par rapport au soleil sur la saison. Donc, ce mois-ci, Caille connaît une forte insolation. Donc, à comprendre qu'une forte exposition aux rayons du soleil qui nous parviennent de façon directe, combinée avec d'autres effets, tels que des phénomènes extra-tropicaux, c'est-à-dire qui se trouvent vers les pays tempérés. Les perturbations font que souvent nous avons des appels de ce qu'on appelle la frontière météorologique, et qu'on appelle le front intertropical. Et aux environs du front intertropical, c'est des zones qui sont très chaudes en fait. Pour certaines personnes, cette chaleur peut diminuer si des mesures sont prises contre la coupe abusive du bois. Je me rappelle quand on était petit, il y avait une anecdote qui passait que le margouillat ne pouvait pas traverser la route au mois de mai, mars à Caille. Caille est une ville chaude de par sa position géographique même. C'est une ville qui est située à la lisière du Sahara pratiquement. Je me rappelle que les Allemands sont venus faire un investissement ici. Ils ont planté des arbres un peu partout. On a fait des bosquets, etc. Ça a atténué un peu la chaleur, la température. Mais à partir de l'organisation de la CAN qui s'est passée à Caille, on a abattu beaucoup d'arbres pour faire des routes, construire des logements, etc. Donc, nous avons perdu près de 2000 pieds.
La chaleur de Caille est très excessive, mais cela s'explique, on a peu d'arbres ici. Difficile donc de diminuer la chaleur. À cause de la chaleur, j'ai eu du mal à dormir hier soir. Mon souhait est qu'on puisse procéder à beaucoup de reboisement. Le risque majeur, c'est surtout la déshydratation. La forte chaleur rend malade, c'est ce qu'on appelle le coup de chaleur. Alors, une personne souffrant de coup de chaleur peut être agitée. La personne peut avoir la peau chaude et puis la peau qui devient rouge, qui se voit généralement sur peau claire. La personne peut avoir des vertiges, la personne peut avoir des étourdissements, la personne peut avoir des nausées, des vomissements, des maux de tête. Parfois même, ça peut aller jusqu'à la perte de connaissance. En cette période de forte chaleur, les couches les plus vulnérables sont les personnes les plus âgées et des mesures sont recommandées pour éviter le pire. Les sujets âgés, le corps transpire peu. Donc la température a du mal à se maintenir à 37 degrés. Aussi, la personne âgée manque de soif liée à l'âge, donc ce qui accentue davantage la déshydratation. Si on prend aussi le cas de l'enfant et de l'adulte, le corps de l'enfant et de l'adulte transpire beaucoup. Donc cette transpiration importante peut aggraver effectivement la déshydratation. Parmi ces mesures de prévention, c'est des comportements simples qu'il faut adapter. C'est-à-dire qu'il faut conseiller à la population de boire fréquemment de l'eau, de consommer des liquides, de manger normalement, et puis de porter des vêtements qui sont amples et le plus souvent en coton. Et les spécialistes, en cette période de forte chaleur, invitent la population à rester chez elle entre 14h et 15h pour éviter des coups de chaleur. Restons à Caille où une quarantaine de journalistes et animateurs prennent part à une formation sur les techniques d'investigation journalistique appliquées à la migration. Cette formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet autonomisation des jeunes à travers les médias et la communication. Mouriba Keïta. Ils sont venus des régions de Koulikoro, de Sikasso, de Mopti, de Bamako et de Caille. Eux, ce sont les journalistes et animateurs pour prendre part à cet atelier de renforcement des capacités sur les techniques d'investigation journalistique appliquées à la migration. Et le choix porté sur la cité des rails n'est pas fortuit, car Caille est une région de migration par excellence. Faire le travail vraiment au cœur de là où se trouvent vraiment les grands enjeux de migration et pour nos capitales pour avoir un meilleur impact et surtout aussi les journalistes qui sont dans la région, qui sont sensibilisés dans ce domaine méritent vraiment d'avoir cet accompagnement pour leur permettre de recueillir l'information appropriée et tout en étant sur le terrain, faire face vraiment aux personnes concernées donc par ce fléau. Ce cadre de partenariat est une fenêtre d'opportunité pour les journalistes animateurs des médias de notre pays d'être plus professionnels. Le thème de cet atelier rime parfaitement avec les préoccupations des autorités régionales. La mise en œuvre de ces projets, autonomisation des jeunes pour la lutte contre la migration à travers les médias au Mali, rime bien avec la vision des plus hautes autorités dans la lutte contre la migration clandestine. À l'issue de ces 5 jours de formation, les participants seront mieux outillés pour faire face aux différentes questions migratoires. Le collectif pour la refondation du Mali, Corema, et l'ONG Jeunesse sans frontières volent au secours des producteurs locaux de bananes de la région de Dioïla. Ils ont notamment reçu des charrues, de la bourre, des motopompes et des charrettes. Les détails, c'est avec Adama Traoré. Des kits complets de motopompes, des charrues de labour, des charrettes sont entre autres équipements remis aux producteurs de bananes de la communauté de Kemekafo dans la région de Dioïla. Il s'agira pour les donateurs d'apporter leur concours pour la bonne marche de la filière banane. Nous avons été agréablement surpris de voir que les producteurs maraîchers ont fait 30 tonnes juste de bananes avec l'eau du puits. Vous imaginez si on arrivait à les aider à avoir une maîtrise totale de l'eau, ce qu'on va avoir, cela va nous empêcher
de faire sortir des devises du Mali. Parce que chaque fois, un article qu'on achète dehors, c'est de l'argent du pays qui sort. Et ça jouera considérablement sur notre balance commerciale. Cette donation, c'est pour renforcer les capacités de production des producteurs de bananes dans le contexte des changements climatiques. Donc la motopompe, les charrues, les charrettes, c'est pour appuyer cette coopérative, la coopérative de producteurs, afin de les équiper pour qu'ils puissent améliorer leur production. Les bénéficiaires entendent redoubler d'efforts pour plus de production. Ces gestes visent à impacter sur les rendements de la production, également à encourager les producteurs locaux à plus d'efforts dans le travail. Et je reçois en plateau Amara Malé Diallo pour la lecture d'un communiqué de l'état-major général des armées. Amara, bonsoir. Bonsoir Ibrahim Traoré, bonsoir à tous. Communiqué numéro 032 de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées communique que les forces armées maliennes continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi. Depuis le dernier communiqué en date du 12 avril 2022, les actions majeures face à un ennemi toujours nuisible et tentant de se réorganiser se sont résumées comme suit. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, la priorité opérationnelle a porté sur les actions de sécurisation des populations. Par ailleurs, Barkhane a rétrocédé son emprise de Gossi au Fama le 19 avril 2022 suite à la décision des autorités françaises de retirer leurs forces du Mali. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, le 19 avril 2022, aux environs de 9h30, une patrouille Fama de sécurisation de la foire de Ombori, visée par une attaque complexe à l'engin explosif improvisé téléguidé, suivi de tirs d'assaillants embusqués sur les collines à la rentrée de Ombori, entre le camp et la localité, a réagi vigoureusement sur les lieux avec un ratissage d'envergure donnant le bilan suivant. Côté Fama, un mort et deux blessés, un engin complètement endommagé. Côté assaillant, 18 neutralisés, 11 AK-47 et un pistolet automatique récupéré, 6 motos calcinées. Le ratissage dans la zone a permis l'interpellation de 611 suspects. À l'issue du tri effectué par la prévôté, 64 suspects terroristes recherchés ont été formellement identifiés et mis à la disposition de la gendarmerie. Un succombé à ses blessures. Les 546 suspects sans antécédents, j'y arrive, ont été libérés le 21 avril 2022. Le 16 avril 2022, une patrouille de sécurisation de la route Badiangara-Bankas est intervenue promptement et a recherché les auteurs du braquage à hauteur de Parou. Les 20 passagers du transport en commun ont été sauvés et les 2 morts de l'incident ont été acheminés sur Bandiagara. Les recherches et la localisation des assaillants sont en cours. Le secteur de Moura est resté une zone opérationnelle de haute surveillance avec la destruction de 5 motos dans un plot logistique à Kabio, de même que des missions de collecte de renseignements. Dans la région de Ségou, les FAMA ont porté une assistance humanitaire au profit des populations civiles de Farabougou, avec l'évacuation en urgence par air de 10 femmes malades, de même que l'acheminement dans la localité de 35 tonnes de vivres. Les reconnaissances offensives dans différents sanctuaires terroristes dans les régions de Ségou et Douanza ont fait le bilan suivant. 3 engins explosifs improvisés détruits, 11 terroristes neutralisés, dont 2 leaders et 5 poseurs d'engins explosifs, 2 AK-47, 3 radios TYT et 10 téléphones portables récupérés, 5 suspects interpellés dont une femme présumée de nationalité nigériane, tous mis à la disposition de la prévôté. En zone sud, une reconnaissance offensive est en cours à la recherche des terroristes auteurs de l'incendie de la sous-préfecture et des locaux des services des eaux et forêts de Molobala dans la région de Kouchala le 20 avril 2022. Les mêmes opérations sont en cours pour débusquer les auteurs de la mort d'un agent de la douane et de 2 bénévoles suite à l'attaque contre le poste de la brigade mobile d'intervention de la douane à Bougoula Amo, cercle de Sikasso le 15 avril 2022. Sur la base de renseignements très précis, des actions ciblées ont permis d'interpeller 2 suspects dans le secteur de Djougoudeni, dans la région de Nara, qui ont été mis à la disposition de la prévôté. L'état-major général des armées tient à féliciter les FAMA pour leur disponibilité et leur engagement pour la défense du territoire national, la protection des personnes et des biens et la lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées s'incline devant la mémoire des vaillants soldats morts au combat, tout comme les autres civils et militaires nationaux ou étrangers qui ont payé de leur vie pour la paix et la sécurité. Par la même occasion,
L'état-major général des armées rappelle que le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire reste une priorité dans la conduite des opérations, d'où les énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, de même que l'ouverture systématique d'enquêtes à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMA. Par ailleurs, l'état-major général des armées invite au respect de la mémoire des FAMA tombés ainsi que toutes les victimes du terrorisme et appelle à la retenue contre les spéculations diffamatoires. Voilà, Ibrahim Traoré, c'était donc là le contenu de ce communiqué de l'état-major général des armées. Merci beaucoup, Amara. Merci. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.